Bonjour à toutes et à tous. Je suis Hervé Olivier, le directeur des études, directeur adjoint de l'agence d'urbanisme. C'est sur Alors, le tout logement d'abord, étudiant. permettez-moi de vous souhaiter une très bonne année 2025. Et puis, bien évidemment, je vous remercie de vous être connecté à ce 15e Quesaco de l'agence d'urbanisme des territoires de l'Orléanais. Alors, ce matin, nous allons vous présenter les conclusions de la mise à jour de l'Observatoire territorial du logement étudiant. Et plus particulièrement, nous proposons de tisser un lien entre les évolutions de l'enseignement supérieur et les besoins du logement étudiant. Pour cela, notre responsable thématique Habitat et Population à l'agence, Hélène Maublanc, vous fera une présentation des principales conclusions de l'OTLE, des territoires de l'Orléanais, qui est un observatoire co-animé avec Orléans Métropole et pour lequel je remercie encore l'ensemble des partenaires qui se mobilisent pour le faire vivre. Ces travaux, les conclusions qui vont vous être présentées, concernent à la fois les tendances démographiques nationales et celles plus spécifiques des effectifs étudiants sur le territoire orléanais, en lien notamment avec la politique d'accueil des grandes écoles politiques menées par la métropole. En parallèle, Hélène présentera les effets de ces dynamiques locales sur les enjeux de production des logements dédiés aux étudiants. Et pour faire écho, enrichir et challenger ce contenu, nous avons l'honneur d'accueillir Monsieur Alexis Alamel. Alors, Monsieur Alamel, vous êtes enseignant-chercheur en géographie au campus des transitions Sciences Po qui est basé à Caen, Sciences C'est Po Rennes ça. qui est basé à Caen, et vous êtes membre de la commission scientifique de la labellisation des observatoires territoriaux des logements étudiants. Alors, vous approfondirez, en référence à vos travaux sur ces sujets, les relations entre démographie étudiante des territoires et les stratégies de communication et d'accueil déployées par ces mêmes territoires pour attirer les jeunes talents. Pour finir, trois petites consignes. La première, c'est je vous informe que ce webinaire est enregistré pour être mis à la disposition de toutes et tous à partir de notre site web et de notre chaîne YouTube. Si vous ne souhaitez pas apparaître, je vous invite à couper votre caméra. La deuxième consigne, c'est de poser vos questions par écrit via l'icône de conversation qui est située dans la barre de menu en haut de la fenêtre du Teams. Et nous vous répondrons et converserons ensemble en fin de présentation, soit via le chat, soit bien évidemment avec la réponse de nos participants. Enfin, pour terminer, je vous demanderai de bien vouloir couper vos micros, d'éteindre vos cigarettes et d'attacher vos ceintures. Nous démarrons ce 15e Quesaco. Hélène, c'est à toi. Eh bien, bonjour à tous. Avant de vous présenter le diagnostic réalisé en 2024 dans le cadre de l'OTLE, il me faut répondre à la question un OTLE, qu'est-ce que ça? Un OTLE, c'est un observatoire territorial du logement des étudiants. Ces observatoires territoriaux du logement étudiant ont été créés au niveau national par la Fédération nationale des agences d'urbanisme, la FNO, l'Association des villes universitaires de France, l'Assemblée des communes de France et France urbaine, en appui bien sûr des ministères concernés, depuis 2018 au travers notamment d'un appel à manifestation d'intérêt. Et l'objectif de ces OTLE, c'est de s'inscrire dans une double démarche ou plutôt dans un double niveau. Un premier niveau qui est de participer à une dynamique nationale qui est animée par la FNO, qui favorise le partage de connaissances. C'est pour cela, chaque OTLE renseigne des indicateurs nationaux communs à tous les observatoires et permettent une observation et des comparaisons à l'échelle nationale. Un séminaire a lieu chaque année et des échanges sont réguliers. Au niveau local, un OTLE permet de fédérer les collectivités territoriales, les établissements d'enseignement supérieur et les acteurs du logement des étudiants autour de la consolidation de chiffres partagés sur le logement étudiant et d'alimenter surtout les réflexions territoriales sur cette question. Actuellement, 35 OTLE couvrent le territoire national. Leur objectif est d'anticiper les évolutions des formations, des effectifs et des projets d'établissement d'enseignement pour intégrer la question du logement dans les dynamiques locales. L'OTLE d'Orléans a été initié en 2020 par la métropole d'Orléans et est labellisé jusqu'en 2025. Mais venons-en au diagnostic et intéressons-nous en premier lieu aux étudiants et à leurs effectifs. Un étudiant, selon la définition qui a été retenue pour cette étude, est une personne inscrite en formation initiale post-bac dans un établissement implanté dans l'une des 22 communes de la métropole.
Pour se situer au niveau national, à la rentrée 2023, le nombre d'étudiants inscrits dans l'enseignement supérieur en France est de 2 965 000. Vous pouvez constater un fléchissement de la courbe présentant l'ensemble des effectifs. Il faut noter aussi un ralentissement, puis un recul en 2022-2023 du nombre d'inscrits à l'université. Par ailleurs, les autres établissements d'enseignement, en particulier dans le secteur privé, sont en progression continue. Les effectifs étudiants ont progressé très fortement entre les rentrées 2018 et 2021, plus de 22%. Cette évolution tient notamment à la hausse de l'apprentissage, le boom démographique de l'an 2000, la réussite exceptionnelle à la session 2020 du baccalauréat, en raison des conditions d'examen liées à la crise sanitaire. Il faut y ajouter sur l'ensemble de la période l'allongement de la durée d'études avec la fin progressive des diplômes de Bac+2. Sur la métropole d'Orléans, pour 2023-2024, on a pu dénombrer, selon les éléments portés à notre connaissance, 23 020 étudiants inscrits dans l'ensemble des établissements d'enseignement supérieur. Ils sont présentés ici dans 4 grandes catégories: les étudiants en formation post-bac dans les lycées, les étudiants qui se forment dans les écoles, qui sont présentes sur le territoire, à l'université ou dans les CFA. Le nombre d'écoles implantées a doublé et les effectifs au total ont triplé depuis 2018, en passant de 1044 à 3244. Quant au CFA, de 7 établissements recensés comme accueillant des post-bac en 2018, on est passé à 2017 sur ce recensement et les effectifs identifiés ont doublé en passant de 1237 à 2354. 2021 a été une année record jusqu'à présent, mais a établi une limite en termes de moyens adéquats d'accueil pour l'université. Vous voyez que cette baisse est d'autant plus forte que pour les effectifs universitaires que les effectifs des écoles et des CFA augmentent sur les 2 années qui ont suivi. Plus globalement, depuis 2018, on est sur une progression de plus de 19% des étudiants, soit une augmentation de 3 600 étudiants. De 29 établissements recensés lors du dernier diagnostic, le travail d'inventaire a permis de recenser 45 établissements présents en 2023. 16 CFA qui représentent 2400 étudiants, soit 10%, 13 écoles pour 3200 étudiants, soit 14%, 15 lycées pour 3000 étudiants, soit 13%, et une université avec 12 composantes pour 14 400 étudiants, soit 62% de l'ensemble des effectifs. Le comité de pilotage de l'Observatoire territorial du logement étudiant, en 2022, avait validé comme axe de travail de s'attacher à connaître les effectifs et l'offre de logement pour les alternants. Ainsi, ce diagnostic s'est attaché à distinguer les étudiants apprentis. Alors, petit point de définition, l'alternance est le nom générique donné pour les modes de formation dont le principe est d'alterner des périodes d'enseignement théorique avec des temps de mise en pratique en emploi. Il existe 2 types de contrats, le contrat d'apprentissage qui relève de la formation initiale et le contrat de professionnalisation qui relève de la formation continue. Ici, nous sommes intéressés aux étudiants apprentis pour rester dans la définition que je vous ai donnée tout à l'heure, c'est-à-dire des étudiants post-bac qui sont en formation initiale. Vous le voyez, un étudiant sur 5 en 2023-2024 est en apprentissage, ce qui représente 4 900 apprentis formés sur la métropole. Ils peuvent être accueillis dans 36 sites d'enseignement, dont les CFA, qui concentrent 46% des effectifs. Mais on peut voir que l'élargissement de l'apprentissage aux études post-bac répartit les apprentis dans l'ensemble des typologies d'établissements. Le site de formation qui a le plus d'apprentis sur la métropole est l'AFTEC. Depuis le dernier diagnostic réalisé sur les effectifs 2020, on peut constater l'implantation de nouveaux établissements qui rééquilibrent l'offre sur le territoire. Vous pouvez visualiser ici les 9 nouveaux établissements que l'on a fait apparaître en encadré sur cette cartographie. Notamment au nord de la Loire, le STP, l'école Pigier, M2I Scriptel, Coda School. Dans le quartier du Val, l'école Scale et l'EMI. À la source, l'AgroParisTech, Istélie Aftral et l'école IT. Beaucoup d'établissements ont vu leurs effectifs croître par ailleurs. On peut citer le CFA Bank, le CESI, le RTS, l'ESAD, l'IFPM et l'ISC Paris, ainsi que l'Excelia. Avec la croissance des écoles et des CFA, 32% des effectifs sont d'ores et déjà au nord de la Loire. Sachant que
dans les éléments qui sont à noter également à prévoir, l'accueil des premiers étudiants en médecine, avec 171 étudiants en parcours d'accès spécifique santé en 2023-2024, en vue de la création de la composante médecine à venir sur l'université. J'en viens maintenant au logement des étudiants. Avant de rentrer dans le recensement réalisé, pour situer le besoin de cette population en logement, il faut prendre en compte également le paramètre des modes de logement et du poids de la décohabitation. Vous voyez sur le schéma à droite la représentation des différents modes de logement, avec en premier lieu la distinction entre les étudiants qui habitent ou cohabitent chez leurs parents et les décohabitants qui peuvent se loger dans deux grandes catégories du parc, les logements dédiés aux étudiants que l'on distinguera plus en détail ensuite, et les logements non dédiés où l'on retrouve la location classique dans le parc privé ou social et la situation de propriété. En analysant un fichier spécifique du recensement de 2021, on constate tout d'abord que 52% des étudiants déclarent décohabiter, soit un étudiant sur deux à loger. La décohabitation continue d'augmenter, passant de 47% lors du recensement 2015 à 52%, soit 12 000 décohabitants en 2021. Cet élément était justement un élément à vérifier, vu que c'est depuis 2021, et notamment en 2021, on était sur une période de crise sanitaire, et la décohabitation continue d'augmenter, et c'est un élément qui a été vérifié au niveau national, notamment dans l'étude de l'Observatoire de la vie étudiante, dans le rapport qui est sorti en 2023, qui mentionne que malgré les périodes de confinement successifs, qui ont modifié pour un temps le rapport au logement avec des retours fréquents au domicile parental, il n'y a pas eu d'impact à long terme, de sorte que les modes d'habitat de la population étudiante sont inchangés dans un temps long. L'autonomie résidentielle s'acquiert à mesure que les étudiants avancent en âge. À 18 ans, la moitié vit chez leurs parents. À 19 ans, la décohabitation devient majoritaire et sa proportion dépasse les 75% à partir de 23 ans. Je ne vous précise pas l'ensemble des catégories, mais je vous laisserai prendre le temps de le regarder, sachant que ces différentes catégories sont difficiles à corréler avec la répartition que je vous présente ensuite. Pour ce qui concerne l'offre de logements dédiés, il faut d'abord que je vous donne la définition qui a été donnée par l'agence d'urbanisme de Lille Métropole. Sont considérés comme des logements dédiés les logements qui ont pour public cible exclusivement ou majoritairement les étudiants. Ce parc rassemble toutes les résidences étudiantes que l'on peut distinguer selon leurs propriétaires, que ce soit l'État, des organismes HLM, des investisseurs, ou bien selon leurs gestionnaires, le Crous, les associations, les bailleurs sociaux, les gestionnaires privés. Le parc de logements dédiés est observé selon deux notions, le nombre de logements et le nombre de places ou de lits, pour se rapprocher de la capacité d'accueil du parc en lien avec le nombre d'étudiants à loger. Le recensement a permis d'identifier 4 544 logements dédiés représentant 5 380 lits ou places. 67% de ces places sont dans des sites à caractère social, soit 3 617 places pour 2 828 logements. Vous voyez la répartition de ces 67% dans 6 cités universitaires, 5 résidences Crous, 3 résidences tenues par des bailleurs sociaux, 6 foyers de jeunes travailleurs, 6 internats dans les lycées et 1 foyer. 33% des places sont dans 11 résidences-services privées, soit 1763 places pour 1716 logements, sachant que la plus grande part est située sur Orléans, et notamment à la Source, et 720 places sont à Olivet. Le gestionnaire le plus important sur le territoire est Sergic, avec 1061 logements, ce qui représente 62% de l'ensemble des places en résidence-service. Élément à noter par ailleurs, le parc de Cité-U du Crous à Orléans-la-Source est ancien. Il date des années 1965 à 1971 et 738 logements pour 740 places n'ont pas encore fait l'objet d'une rénovation, sans compter la résidence des Hêtres, qui doit être rénovée à partir de cette année, pour une période de 3 ans. Soit un logement sur 6 du parc dédié qui doit faire l'objet de rénovation dans les années à venir. Selon le Crous, on comptabilise 6 922 étudiants boursiers dans le Loiret en 2023-2024. On peut estimer que sur ce chiffre, environ 6 000 étudiants boursiers sont sur la métropole, soit un quart des étudiants. Avec 2210 places, le Crous peut accueillir plus d'un étudiant sur 3,
boursiers, ce qui correspond à leur objectif d'accueillir au moins 30% des boursiers. Pour ce qui en est de la localisation de ces logements, et notamment de la comparaison avec le précédent diagnostic, en 2022, il y avait 4 599 logements dédiés. 2024, on est à 4 544, soit 55 logements en moins. Ça s'explique par une hausse de 53 logements qui est due à une plus grande précision dans les informations collectées, une baisse de 142 logements liée au choix d'un bailleur social de réaffecter ses résidences précédemment dédiées dans son parc classique de logement social, et une hausse de 34 logements en lien avec la livraison en 2024 de la résidence Tude-Madeleine, gérée par l'agence Durand-Montcoucher. Sur le reste, il n'y a pas d'évolution majeure dans la répartition des logements sur le territoire métropolitain. On est sur deux polarités principales, le campus de la Source avec 14 résidences pour 3400 lits. Il s'agit de grandes résidences, 243 places en moyenne, et le nord de la Loire avec 23 résidences pour 1748 lits. Il s'agit de petites résidences, 76 places en moyenne. Seule la résidence Pythagore-Saint-Marceau se situe dans le Val avec 222 lits, qui est gérée par la résidence Sergique, par le gestionnaire Sergique, qui est le premier gestionnaire de résidences privées sur la métropole, avec 62% des logements en résidence privée. Je vous ai présenté jusqu'ici la dernière photographie en matière d'effectifs et d'offres de logement. Je vais passer maintenant à une partie qui a consisté à poser des perspectives et à les rapprocher des projections réalisées en 2022. En se basant sur les perspectives d'effectifs projetées par les établissements, on constate que la métropole accueillerait 26 000 étudiants en 2028. Dans ces perspectives, il est à noter l'ouverture prochaine de plusieurs établissements. On peut citer Creative Business School qui a ouvert à cette rentrée 2024, Formasat qui doit intégrer le campus WeForm qui est prévu pour une ouverture en 2027, et puis 2 nouvelles écoles qui sont en projet sur Interrive. Dans les choses à noter, dans les perspectives également, le déménagement de l'UFR Droit Économie Gestion sur le campus Madeleine pour la rentrée 2027, qui permettra, sachant que l'UFR Droit Économie Gestion comptabilise 3000 étudiants jusqu'à présent, à cette date plus exactement, et la capacité d'accueil du campus est pour 4500 étudiants. Sur ces perspectives, 2 enjeux, 2 risques. Les aides à l'apprentissage qui portent un certain nombre d'établissements, avec le décret qui a été publié, qui doit paraître en 2025, maintenant une reconduction de l'aide unique exceptionnelle à l'embauche, mais qui pose la question dans le temps. Et le fonctionnement des affectations de Parcoursup qui contraint fortement l'attractivité de l'enseignement supérieur hors département, hors académie. Dans les perspectives également, il faut aussi aller plus loin et noter sur le graphique que vous voyez à côté la baisse des naissances dans le département à partir de 2012, ce qui correspond aux bacheliers de 2030 et des années suivantes. On est sur une dynamique équivalente à la courbe nationale. Sachant que les évolutions naturelles du nombre d'étudiants résultent de 2 facteurs, l'évolution du nombre de bacheliers dépendant de la démographie scolaire et du taux de réussite au bac, et le deuxième facteur, c'est l'évolution du nombre de poursuivants dans l'enseignement supérieur, fonction des taux de réussite d'études après le baccalauréat. Il reste donc la possibilité de mobiliser d'autres facteurs comme levier d'action, l'attractivité extra-départementale des formations et le développement, la diversification de ces formations. L'étude a permis de vérifier, au regard des évolutions d'effectifs, mais aussi de l'évolution du nombre de décohabitants, l'hypothèse qui avait été formulée pour 26 000 étudiants du nombre de logements dédiés à programmer. La projection haute était à retenir et l'objectif qui en ressortait était de 1650 places à créer, dont 910 places en résidence Crous aux bailleurs sociaux, 440 places en résidence service et 300 places en FJT internat avec une prévision de 410 places en moyenne par an à construire. Le principe posé était de maintenir une offre mixte avec un parc privé, c'est-à-dire les résidences-services, qui représentent 30% de l'offre dédiée. Dans les éléments qui ont pu être comptabilisés, 1041 logements supplémentaires ont fait l'objet d'un permis de construire délivré pour des livraisons d'ici 2027.
On peut citer la résidence privée Turbas au Studi, qui est située dans le Val Saint-Marceau, la résidence des Ombrages, qui est située sur le quartier de la Source, qui sera livrée en 2025, la résidence Crous, 260 logements sur le futur campus des Carmes, ainsi que la résidence Croix-de-Bois du bailleur social, les résidences de l'Orléanais, qui est située également à proximité des Carmes pour 29 logements. 700 logements sont également en phase projet pour des résidences privées, soit au vu des temps de construction moyens pour 2028 environ, soit un total de 1741 logements à construire, qui traduit en place dans le graphique que je vous présente ici, selon le même ratio qu'en 2024. Cela permet de faire le lien effectivement avec le nombre d'étudiants. À noter que la courbe de production des logements ne suit pas la courbe potentielle de l'évolution des effectifs. 82% des logements à construire, c'est-à-dire pour les PC validés en particulier, sont en résidence-service contre 18% Crous et bailleurs sociaux. Le poids de l'offre en résidence privée deviendrait dominant et bien plus conséquent que l'objectif fixé par le comité de pilotage de l'OTLE à 30% pour maintenir une offre mixte dans le parc dédié. Une partie de ces logements pourra être indisponible en lien avec des rénovations à prévoir plus globalement. Je vous ai mentionné un ratio pour voir effectivement si dans ces perspectives les évolutions potentielles à venir. Sur l'ensemble du parc dédié en 2023, l'ensemble du parc dédié permet de comptabiliser 4,3 étudiants par place. En 2028, avec les constructions qui ont été comptabilisées dans les 1541 que je vous ai mentionnés, on est sur 3,61 étudiants par place. Cependant, en social, on est à l'heure actuelle sur 8,1 étudiants par place. En 2028, on serait sur 8,6 étudiants par place. On voit effectivement que les places dans la catégorie qu'on peut nommer sociale se resserrent. Voici en quelques minutes la synthèse du diagnostic réalisé et vous retrouverez l'ensemble dans la publication à venir. Merci, merci Hélène pour cette présentation. Peut-être tout de suite des réponses à quelques demandes de précision formulées. Donc, je te fais retranscrire la première. Monsieur Théo Moirot demande si 32% de l'offre d'enseignement au nord de la Loire comprend les lycéens. Oui, tout à fait. Les lycéens en enseignement supérieur. Alors, 32% de l'offre, oui, oui, complètement. Dans tous les cas, j'ai comptabilisé l'ensemble des implantations qui sont existantes sur ces différents territoires. Et monsieur Gauthier Ingan demandait également pourquoi il était précisé 30% entre parenthèses à la suite des 98 logements identifiés en foyer jeunes travailleurs. Alors, les foyers jeunes travailleurs peuvent loger des étudiants, mais ont un public cible qui est bien plus large. Et donc, dans le cadre d'intervention qu'ils ont, ils sont limités à l'accueil de 30% pour le public étudiant en particulier. Très bien, merci. Y a-t-il d'autres questions sur cette présentation qui vous vient de vous être faite? Ah, alors, monsieur Simonovici demande également quelles sont les limites d'âge retenues pour définir les étudiants de 15 à 29 ans ou est-ce qu'il y a une autre classe d'âge? Je ne suis pas partie sur une limite d'âge comme le prévoient les indicateurs prévus pour les observatoires territoriaux des logements étudiants, mais bien sur le statut étudiant en formation initiale. Sur Saint-Jean, monsieur Longeville, sur Saint-Jean-de-la-Ruelle, il y a une prévision de 152 logements en résidence privée qui est prévue rue de la Madeleine. Je pense que ça a été comptabilisé dans les prévisions avec le recensement qu'Hélène avait réalisé. Tu confirmes, Hélène? De ce que j'ai en tête, oui, mais je pourrais me permettre de vérifier et de vous répondre après le Kelsaco si vous le souhaitez. Très bien. Donc, pour information, cette présentation a été présentée hier au comité de pilotage de l'Observatoire territorial du logement étudiant, donc organisé par Orléans Métropole. Certains d'entre vous présents ce matin étaient là pour entendre tout ceci. Et donc, quelques élus étaient présents notamment et des représentants des partenaires qui ont participé à cette étude. Voilà. Donc, je passe la parole à Monsieur Alexis Alamel, donc pour
un temps d'analyse qui est extérieur à notre territoire, mais qui portera un regard critique, positif, négatif, sur effectivement les augmentations des effectifs étudiants dans les grandes agglomérations en France. Monsieur Alamel, à vous. Merci. Oui, très bien. Bonjour à toutes et à tous. J'espère que voilà, vous n'avez pas de problème pour m'entendre. Donc, je tiens à mon tour à remercier Madame Maublanc et puis l'agence Topos de m'avoir proposé cette intervention et que j'ai structurée en 5 temps. Alors, dans un premier temps, je vais un petit peu aborder la question de l'évolution démographique à différentes échelles des effectifs étudiants. Donc, Madame Maublanc l'a bien rappelé, hein, l'évolution de la courbe des effectifs étudiants dans l'enseignement supérieur depuis les années 60. Mais en gros, pour vous résumer, hein, depuis notamment les 25-30 dernières années, l'évolution de la population française entre 1999 et 2024, c'est environ 13%. Et pour la population étudiante sur cette même période, c'est plus 39%. Donc, on a une croissance considérable des effectifs étudiants. Et comme cela a été souligné ces dernières années, notamment en dehors de l'université, davantage dans l'enseignement supérieur privé. Alors, en étant pas le plus familier avec le territoire orléanais, j'ai décidé de rassembler un petit peu quelques données INSEE et quelques données qui sont issues des rapports du ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation pour croiser un petit peu effectifs étudiants et population totale. Alors, j'ai essayé de sélectionner quelques métropoles, quelques agglomérations ayant sensiblement un petit peu la même population qu'Orléans. Et donc, si vous constatez sur le graphique de gauche, c'est un petit peu l'évolution des effectifs étudiants depuis 2000, avec différents temps de période, avec Orléans, Caen, Metz, Rouen, Le Havre, Saint-Étienne, Besançon et Mulhouse. Et bon, voilà, si on observe un petit peu, alors Rouen a une population un petit peu plus importante d'un point de vue de ces métropoles, mais si on constate un petit peu pour les autres métropoles, Orléans finalement se situe un petit peu d'un point de vue de la taille de ses effectifs étudiants dans la moyenne de cette sélection. Maintenant, rapporté à la population totale, donc sur le graphique de droite, on constate que la population étudiante à Orléans représente environ 7% de la population totale du territoire. Alors qu'à Caen et Besançon, on atteint quand même des pourcentages, des ratios qui sont quand même assez élevés, environ supérieurs à 16%. Également, je me suis intéressé à savoir un petit peu quelle était la part de la population étudiante qui étudie à Orléans sur la population française. Donc, il y a un étudiant sur 130 en France qui étudie dans l'agglomération orléanaise, alors qu'il y a seulement un habitant sur 235 en France qui habite dans l'agglomération orléanaise. Donc, ça veut bien dire qu'il y a quand même une propension à avoir un effectif étudiant assez prégnant finalement dans la métropole orléanaise. Et sachant qu'évidemment, on a des territoires en France, notamment les métropoles de Lille ou de Lyon, où un habitant sur 10 est étudiant. On peut passer à la prochaine diapo, s'il vous plaît. Donc, dans cette réflexion un petit peu, et Madame Maublanc l'a bien croisé, hein, les facteurs des fois, alors les facteurs démographiques évidemment, la question bien entendu de la poursuite des études, donc l'obtention du bac. Mais là, je voulais vous parler un petit peu de comment finalement, par rapport à cette hausse de 39% en 25 ans de la population étudiante, comment certains territoires, notamment des villes moyennes, souhaitent justement mettre en place des stratégies, alors ce qu'on peut considérer du marketing territorial, pour promouvoir son territoire, pour justement attirer ces jeunes talents et dont l'objectif est bien entendu de les faire rester sur le territoire, notamment dans le cadre de l'insertion professionnelle. Alors il y a quelques années, il y a eu un article qui est sorti dans Le Monde, alors quand je dis quelques années, c'était en septembre 2023, qui justement comparait un petit peu différents territoires, le différent territoire canet, messin et stéphanois, pour un petit peu comparer les campagnes publicitaires qui avaient été mises en place justement pour promouvoir ce territoire. Alors en effet, avec Parcoursup, je pense que certains territoires font l'objet de représentations, souvent positives et parfois négatives, et on se rend bien compte finalement que les étudiants jouent un rôle prédominant pour faire rayonner un territoire vers l'extérieur. Alors, ça a été historiquement le rôle de l'université, notamment comme un acteur du développement économique local, ce qui lui confère un autre statut urbain, dont celui d'une institution autonome, ni seulement celle d'un service public, mais on constate bien que sur certains territoires, faire venir une population jeune, alors
encore une fois, hein, si on reprend les critères de formation initiale des étudiants, alors on n'a pas de critères d'âge, mais évidemment, on a une population étudiante française qui est quand même extrêmement jeune. 80% des étudiants en France ont moins de 25 ans. C'est quand même un des taux les plus faibles de l'Union européenne. Donc ça, c'est quelque chose à noter. Et donc, voilà, ces territoires sont vraiment en quête de pouvoir attirer des étudiants externes, justement, à ce territoire qui viennent d'autres régions. Moi, j'ai beaucoup travaillé notamment dans le cas de la ville de Lille, la métropole lilloise, justement, sur les répartitions des logements étudiants dans cette métropole. Et puis également, j'ai pu apercevoir dans le quartier Vauban, alors si vous connaissez un petit peu le quartier Vauban, c'est le quartier de l'Université catholique de Lille et d'autres écoles privées d'ingénieurs. Et j'ai constaté des affichages de la promotion du territoire stéphanois qui propose une vie étudiante riche d'épanouissement dans un quartier vraiment étudiant. Donc ça, c'était vraiment intéressant de voir finalement comment certaines campagnes de certaines métropoles, justement, s'implantent sur d'autres territoires avec l'objectif, justement, de sensibiliser et de séduire ces populations. Et ensuite, vous avez bien entendu le classement des meilleures villes étudiantes qui est proposé annuellement par le magazine L'Étudiant, qui fait vraiment l'objet un petit peu, ça décerne un petit peu le trophée des villes étudiantes les plus accueillantes. Alors cette année, Montpellier a été classé première, ensuite Rennes et Caen, et on voit qu'Orléans a été classé 11e par rapport à ce classement. Et donc, politiquement, à l'échelle locale, évidemment, c'est une certaine fierté. D'ailleurs, généralement, les élus s'empressent de tweeter ou de partager finalement le classement de leur territoire, justement pour, encore une fois, promouvoir un petit peu cette dimension de territoire accueillant, sans nécessairement remettre en cause un petit peu les critères qui sont sélectionnés pour ce type de classement. Ça, d'ailleurs, fait partie un petit peu d'un des futurs projets de recherche que je vais mener, c'est quelque part d'essayer de déconstruire un petit peu les critères du cadre de ces classements. Mais voilà, on se rend bien compte quand même que la population étudiante est une population un petit peu choyée par certains territoires qui, en quête de redynamisation à la fois économique, démographique, voire culturelle, justement s'empressent à faire un petit peu valoir les bons côtés de leur territoire. Et donc, historiquement, notamment depuis les premières vagues de massification dans l'enseignement supérieur, dans les années 60, les campus universitaires en France, notamment, ont souvent été construits un petit peu en périphérie des centres-villes. Et généralement à proximité de l'implantation de grands ensembles de différents quartiers, de différentes cités. Alors c'est évidemment le cas pour Toulouse, le Mirail. Vous avez également le quartier, l'université Pont-de-Bois, enfin l'université de Lille qui s'est implantée dans le quartier de Pont-de-Bois à Villeneuve-d'Ascq. C'est également la même chose pour l'université Rennes 1 dans le quartier Villejean. Et donc traditionnellement, on avait quand même des campus parce qu'il faut de l'espace. Les chercheurs ont également besoin d'espace en fonction des disciplines, bien entendu. Ils ont besoin de laboratoires qui sont assez spacieux et donc généralement le foncier qui était disponible à cette époque-là était davantage en périphérie. Sauf que ce qui est intéressant, c'est qu'on observe depuis quelques années, finalement, un retour de certains établissements, ou au moins de certains campus dans les centres-villes. C'est également le cas, notamment, alors de l'EM Lyon, qui était auparavant situé en périphérie lyonnaise, à Écully, et qui est désormais, depuis la rentrée 2024, installé dans le 7e arrondissement, dans le quartier de Gerland, qui est un quartier qui connaît un processus de gentrification depuis quelques années. Et finalement, les étudiants qui peuvent être considérés comme des agents du changement accompagnent finalement cette transformation démographique et socio-économique de ce quartier-là. Vous avez également le quartier, le campus Mailly à Perpignan. Alors, c'est l'installation du campus Mailly de la fac de droit qui est située en lisière du quartier Saint-Jacques. Le quartier Saint-Jacques, c'est l'un des quartiers les plus pauvres de France. Et en 2017, ce campus Mailly accueillait 500 étudiants. Et aujourd'hui, on accueille 1500 depuis la rentrée 2022, avec notamment l'arrivée d'une école ingénieur. Donc, à Lyon, nous avons une école de management et de commerce. À Perpignan, nous avons, à travers le campus Mailly, le retour de la fac de droit et l'installation d'une école d'ingénieurs. Et évidemment, je me suis intéressé un petit peu à l'actualité du territoire orléanais et la livraison apparemment de la faculté de droit est prévue en centre-ville d'Orléans en 2017. Et donc ce déménagement sur le site de l'ancien hôpital Porte-Madeleine
de la faculté de droit, économie, gestion, bien entendu, participe finalement à cette nouvelle tendance, quelque part, de faire revenir les étudiants en centre-ville. Et donc, encore une fois, j'insiste sur le fait que les étudiants sont considérés comme des agents du changement, culturellement, économiquement, socialement, et ils peuvent et ils apportent justement énormément de choses de par leur intégration. Et donc voilà, cette reconfiguration un petit peu des espaces urbains est assez intéressante à souligner. Et encore une fois, aussi également, quelles sont un petit peu les disciplines, quels sont un petit peu le type d'établissement qui reviennent s'installer en centre-ville, amènera peut-être à davantage de questions, notamment d'un point de vue des logements dans les prochaines années. Et donc, en parlant de la question du logement, voilà, c'est depuis une trentaine d'années, une quarantaine d'années, on a quand même une succession de plans et de programmes nationaux qui ont été mis en place. Alors, vous avez bien entendu les plans 40 000, les plans 60 000, dont les objectifs sont souvent et généralement pas atteints parce que peut-être trop ambitieux, parce que également, il y a conjoncturellement, il y a évidemment des soucis à la fois dans le secteur de la construction, des problèmes de foncier, et puis également des problèmes un petit peu de jeux politiques qui peuvent exister dans la géographie de l'implantation finalement de ces nouvelles résidences. J'en parlerai dans le prochain diapo. Mais finalement, voilà, ces plans nationaux ne suffisent plus et comme l'a souligné Madame Maublanc pour les prévisions de 2028 à Orléans, les acteurs privés, notamment les gestionnaires et les bailleurs privés de grosses résidences vont être amenés à davantage être présents sur certains territoires. Avec généralement associé une hausse des loyers. Alors, vous savez qu'on a quand même une population étudiante en France qui est quand même actuellement en situation de précarité, voire de pauvreté économique pour certains. Et on a finalement des motivations résidentielles des étudiants qui sera différente en fonction que l'étudiant soit à l'université et si l'étudiant passe par rapport aux frais d'inscription notamment, ou si l'étudiant est dans une école d'ingénieur ou une école privée, par exemple, où les frais d'inscription sont à 10 000 € l'année. Et donc, forcément, les attentes et les aspirations résidentielles vont être amenées à muter de ce point de vue-là. Je vais reprendre encore l'exemple du quartier Vauban à Lille parce qu'il est assez intéressant. Mais on observe, comme dans d'autres quartiers en France, un processus de studentification. Alors, la studentification, c'est un processus un peu comme la gentrification qui est lié à l'arrivée importante de populations estudiantines sur un territoire. Alors, généralement, un quartier, mais des fois, ça peut être simplement limité à quelques rues et qui entraîne et qui génère des conséquences économiques, sociales. Alors, sociales parce que ça implique le déplacement des anciens, des populations qui occupaient traditionnellement ce territoire-là, donc qui, quelque part, sont relégués à l'extérieur du quartier. Économique parce que pour les bailleurs privés, notamment si c'est des petits propriétaires, on va dire, segmenter un logement, un T3 par exemple, au lieu de faire loger une famille, vous faites loger 3 étudiants qui constitueront donc un ménage, mais qui paieront des loyers, qui paieront 3 fois le loyer quelque part. C'est beaucoup plus intéressant économiquement, on va dire, pour justement pour ces petits bailleurs. Et vous observez également d'un point de vue du paysage urbain, c'est-à-dire que vous avez tous ces signes, toutes ces affiches et toutes ces annonces finalement de location, de logement et parfois qui ciblent spécifiquement la population étudiante. J'ai rencontré un petit peu ce cas spécifiquement à Lille où finalement on se rend compte que la présence des parents est absolument nécessaire pour aller visiter des logements du parc social du parc privé. Et donc forcément, ça implique également une certaine discrimination, on va dire, pour notamment les étudiants internationaux, par exemple, qui n'ont pas les parents à proximité, ou alors simplement les étudiants qui n'ont pas de parents. Et donc, en fait, ce processus de studentification, ça entraîne parfois, dans certains quartiers, une dépendance, finalement, à la présence résidentielle estudiantine, c'est-à-dire que vous avez des commerces qui sont fermés pendant les périodes estivales, quand les étudiants partent soit en stage, soit retournés chez leurs parents, soit en vacances. Et donc, vous avez des commerces, vous avez des quartiers morts, finalement, qui sont situés à quelques pas des centres-villes. Et voilà, et donc, ça peut poser question à finalement, comment est-ce qu'on arrive à équilibrer un territoire
territoire qui est un petit peu sous perfusion liée à la présence étudiante, et comment finalement on continue à faire vivre un territoire, un quartier, lorsque les étudiants sont absents. Donc voilà, ça nécessite un équilibre démographique, et c'est vrai que ça fait partie un petit peu un des points de vigilance qui mériterait d'être davantage relayé concernant la présence importante d'étudiants dans certains quartiers. Et enfin, je fais un petit peu de promotion également scientifique, hein. J'ai un article qui devrait sortir dans une revue scientifique d'ici quelques jours, et qui compare finalement les politiques et l'institutionnalisation, des politiques de logement étudiant dans la métropole lilloise et métropole lyonnaise. Et finalement, comment les acteurs locaux et territoriaux finalement se sont emparés de cette question du logement étudiant. Je tenais à souligner que la métropole de Lyon fait office un petit peu d'exemple, on va dire, dans la façon de structurer la politique de logement local. C'est-à-dire que la métropole de Lyon a adopté depuis déjà à la fin des années 90 un schéma qui s'inscrit dans un partenariat étroit entre ce qui était à l'époque la communauté urbaine de Lyon et puis les acteurs de l'enseignement supérieur. Et donc, dès 92, mais finalement, après, en 2010, la métropole a adopté un schéma de développement universitaire qui, depuis, a été repris dans d'autres territoires, notamment à Bordeaux et à Nantes et à Strasbourg. Et qui finalement est le fruit d'une démarche partenariale assez unique en France à cette époque, et dans un processus un petit peu de co-construction avec tous les acteurs que l'on peut rassembler, qu'on retrouve parfois dans les OTLE, et qui a permis finalement de définir la politique locale de logement étudiant. Et donc, il y a un petit peu dans cette tradition, on va dire, partenariale entre les différents acteurs, à la fois l'université et puis la métropole, la communauté urbaine. Ce schéma de développement universitaire occupe vraiment une place centrale dans cette définition des documents stratégiques concernant le logement étudiant. Bien que ce soit un document qui soit spécifique à l'échelle métropolitaine, ce schéma de développement universitaire est aussi en lien avec d'autres dispositifs qui est en faveur du logement étudiant et qui est créé à différentes échelles. Par exemple, c'est un document qui apporte de nouveaux objectifs sur le territoire local, mais qui a également permis de valoriser différentes actions qui étaient menées à l'échelle nationale, notamment à travers le plan campus lancé en 2008. Et donc, il y a d'autres territoires, notamment le territoire de la métropole européenne de Lille, qui a été inspiré finalement de cette construction partenariale dans la politique de logement étudiant sur la métropole lyonnaise, et qui justement s'en est inspiré et donc a proposé finalement une démarche relativement similaire, avec encore une fois des difficultés qui peuvent exister finalement avec un jeu d'acteurs territorial sur quel foncier est disponible. Est-ce que certaines communes souhaitent accueillir davantage d'étudiants? Alors pendant de nombreuses années, la ville de Lille était assez réticente finalement à accueillir davantage d'étudiants sur son territoire. Alors j'ai oublié d'évoquer, mais bon, un des facteurs de la présence étudiante sur un territoire, c'est la rue de la soif. Vous avez des rues de la soif dans toutes les villes, qu'elles soient davantage les villes moyennes, mais qui est un petit peu l'épicentre culturel et de divertissement et de loisirs des étudiants. Et ben, certains territoires, certaines villes refusent finalement d'accueillir davantage de territoires par crainte finalement qu'il existe davantage de tensions finalement entre la population, on va dire, traditionnelle et la population étudiante qui est généralement transitoire sur un territoire. Et enfin, pour vous montrer quelque part l'importance de pouvoir co-construire, au moins de se mettre autour d'une table, et de ce point de vue-là, je vais quand même souligner l'importance des OTLE, qui sont vraiment fondamentaux dans la production de données et dans le lien que les OTLE opèrent à l'échelle locale avec les différents acteurs. Et peut-être évoquer le dernier cas pour vous montrer que dans certaines petites villes, alors là en deuxième couronne de la région parisienne, finalement, cette absence de concertation, cette absence finalement de stratégie claire à l'échelle d'un territoire peut amener à des gestes assez forts. Et là, c'est le cas dans le sud de la Seine-et-Marne, de la maire d'Avon qui s'est mis en grève pendant 10 jours pour protester contre un projet de résidence étudiante à Fontainebleau. Et la résidence était vraiment limitrophe à son territoire.
et qui montre vraiment que voilà, même pour les petites villes de 15, 20, 30 000 habitants, il est important de pouvoir justement proposer une stratégie assez claire et en concertation sur les besoins de logement des étudiants, sur les futures tendances et les trajectoires à prévoir dans les prochaines années. Merci, Monsieur Alamel, pour ce regard extérieur et la mise en comparaison de notre territoire avec d'autres territoires accueillant des formations supérieures. C'était très intéressant de pouvoir nous situer et dans les politiques d'attractivité qui sont également menées sur Orléans Métropole, hein, qui ont produit effectivement des effets importants avec, comme vous l'avez vu, l'augmentation des effectifs de manière significative ces dernières années et toute la dynamique de logement étudiant qui la suit avec de nombreux permis de construire en cours d'instruction accordés, opérations démarrées en construction et qui devraient permettre d'apporter une offre de logement à ces nouveaux étudiants. Merci beaucoup pour votre regard. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle d'attente? Oui, bonjour, mais vous m'entendez ou pas? Parce que j'ai un petit problème de Oui, navigateur. très D'accord, bien. bon, merci, bonjour à toutes et à tous. Merci pour les deux présentations très intéressantes. Concernant la deuxième, moi, ce qui m'interpelle un petit peu, c'est le choix des territoires de comparaison. Lille et Lyon, qui sont des villes beaucoup plus grandes, avec des rayonnements sans faire de comparaison qui seraient défavorables à Orléans, mais qui sont plus grandes en nombre d'habitants, qui ont un rayonnement qui peut être français, voire international, et où les prix surtout du foncier et le foncier disponible sont complètement différents. C'est plus du double, même si on prend des quartiers comparables à Vauban, etc., ou les équivalents lyonnais à Orléans, on va avoir des tarifs beaucoup plus élevés. Donc je m'interrogeais un petit peu si c'était quand même isolé cet effet de structure de l'immobilier, du foncier, et s'il n'y avait pas des comparaisons à des métropoles de taille ou d'emprise équivalente, comme peut-être Angers, Amiens, Tours, des villes comme ça. Merci pour les présentations. Monsieur Merci Alamel, beaucoup pour cette oui. question. Oui, merci beaucoup pour cette question et vous avez tout à fait raison, hein. On ne peut pas très difficilement comparer les métropoles lyonnaises et lilloises avec le cas d'études d'Orléans. Alors en effet, si j'ai présenté cette comparaison, c'est parce que déjà apporter un regard extérieur pour vous montrer que dans les grands territoires, disons que dans les grandes métropoles françaises, voilà, cette question du logement étudiant a quand même été pris à bras le corps par de nombreux acteurs, qui permet de définir une stratégie relativement claire sur les objectifs à atteindre, notamment en termes d'offres pour répondre aux besoins étudiants. Vous l'avez souligné, il existe en effet d'autres documents stratégiques qui existent, d'autres schémas universitaires à d'échelle un petit peu plus, sur des territoires un petit peu plus réduits en termes de taille. Je pense notamment à l'Eurométropole de Strasbourg qui a mis en place un document un petit peu qui s'est inspiré du cas lyonnais. Ce que je voulais vraiment vous faire ressortir, c'était davantage voilà, que à l'échelle du métropole, même une grande métropole comme Lyon, voilà, des choses ont été mises en place et qui ont ensuite inspiré et qui ont pu découler sur d'autres territoires. Alors après, pour le cas orléanais, je pense que nous avons des experts davantage dans cette salle, mais ce que je peux vous dire pour le cas canet, là où je suis actuellement, il y a en effet souvent des réunions de concertation qui vont au-delà. Alors, quand à la spécificité de ne pas avoir d'OTLE. Donc ça, déjà, c'est quelque chose pour lequel je milite parce qu'il est quand même assez important que l'agence d'urbanisme puisse produire davantage de données. Mais il existe en effet des réunions et des temps d'échange organisés avec les différents acteurs, à la fois avec Caen la Mer, avec la communauté urbaine, à travers les acteurs aussi universitaires et d'enseignement privé. Et donc, évidemment, voilà, des choses sont mises en place, des documents stratégiques sont mis en place, mais voilà, pour faire ressortir la comparaison métropole lyonnaise, lilloise et le cas d'Avant-Fontainebleau, pour montrer qu'en effet, entre ce grand écart, on va dire, de population, des documents, des stratégies sont mises en place. Mais la question du foncier, évidemment, alors après, pour bien connaître la métropole lilloise, vous avez quand même des campus qui sont de plus en plus délocalisés, qui s'éloignent un petit peu de la densité urbaine, donc vous avez du foncier qui est davantage disponible. Mais ensuite, on en revient à la question du ZAN qui, peut-être dans le futur, pourra poser problème sur les sites d'implantation des résidences étudiantes.
Oui, effectivement, cette question d'attractivité du marché immobilier est aussi au cœur du sujet. J'ai publié pendant votre intervention une actualité proposée par France 3 ce matin qui mettait en comparaison effectivement les villes étudiantes où il est attractif d'investir dans l'immobilier. C'est vrai que le marché immobilier orléanais n'est pas encore au niveau des villes comme Lyon et Lille, bien évidemment, avec des prix de vente encore accessibles, même si on constate une augmentation très très forte du marché immobilier local, peut-être également liée aussi à cette attractivité montante. Oriane Leroy-Liberge, Oui, présidente de bonjour la Oriane. Fédération des promoteurs immobiliers. Sergic, donc je découvre qu'il est assez majoritaire. Est-ce que vous avez une idée de la santé de cet acteur-là? Alors, sincèrement, à mon niveau, je ne pourrais pas effectivement vous renseigner sur cet élément. Simplement, pour prendre en compte les indicateurs qui sont propres à l'Observatoire territorial du logement étudiant, ils ont un taux de remplissage qui est très élevé et un fonctionnement qui est reconnu sur le territoire. Après, en tant que, pour répondre à votre question plus spécifiquement de la santé financière ou autre, ça par contre, ça ne m'appartient pas par rapport à l'hôtel. Oui, oui, donc c'est un acteur qui est reconnu et fiable, quoi, ça qui apparaît. Et j'avais une autre question, c'était, on voit qu'il y a des acteurs privés qui sont, vous avez parlé de dominance ou de prépondérance. Est-ce qu'il y a quel va être le souhait de la gouvernance orléanaise, là-dessus? Est-ce qu'il y a un souhait de comment l'équilibre, va-t-il, serait-il souhaitable d'être retrouvé? Peut-être effectivement sur cette question d'adéquation entre les effectifs et la production de logements étudiants. Hier, M. Montillo soulignait le besoin de poursuivre une proposition d'offre de logement par rapport à l'augmentation des effectifs. Nous avons fait une projection d'effectifs à 2028. On voit qu'effectivement, il y a un besoin. Après, on a souligné le besoin d'avoir une offre équilibrée, c'est-à-dire qui réponde aussi bien aux étudiants boursiers qu'aux étudiants plus aisés. Une offre équilibrée également entre le sud historiquement étudiant de la métropole et le nord de la métropole, et également dans des offres équilibrées socialement. Il conviendrait effectivement de mixer l'offre sociale et l'offre plus chère au nord et au sud. Voilà les intentions qui ont été posées hier lors de ce comité de pilotage. Monsieur Ingan? Et pour compléter juste, Oui. Géraldine, pour information, un appel à manifestation d'intérêt qui est toujours présent et en ligne et cofinancé par la région et la métropole permet de financer du logement par les bailleurs sociaux pour compléter effectivement cette offre. Et donc, on est bien dans un souhait, dans une envie, dans une dynamique d'équilibrer cette offre par la traduction de cet appel à manifestation d'intérêt. Monsieur Ingan? Oui. Bonjour à tous. Bonjour. C'était juste une petite réaction. Alors bravo Géraldine, parce que tu dois avoir le bras sacrément long pour demander à France 3 de faire cette actualité juste pendant le Quesaco de Topos. Bravo. En tant qu'Orléanais, on pourrait se réjouir de se voir ainsi porté en une du média principal régional, mais finalement, moi, en tant qu'opérateur, mais surtout en tant que parent, potentiellement de futures étudiantes orléanaises, je vois aussi dans cette actualité un risque sur une tendance inflationniste, évidemment, au marché Mm. étudiant. Et ça me rappelle, et c'est ce que je voulais partager, ce sera très rapide, mais ça me rappelle la situation qu'on connaît alors dans le marché que moi je connais mieux, qui est le marché de l'individuel aménagé et du terrain à bâtir, que ce soit dans la métropole orléanaise, dans ses communes périphériques, dans la ville-centre ou dans la première couronne. Et on voit depuis maintenant quasiment plus d'une décennie que c'est un marché déséquilibré entre l'offre et la demande. Et avec les tendances que ça a sur le yo-yo dans les prix, alors ce ne sera pas sur les prix, forcément sur les prix de vente dans le marché étudiant, ce sera plutôt sur les prix des loyers. Mais voilà, ça renforce encore ce que vous venez d'expliquer, Madame Maublanc et Géraldine, sur la nécessité d'équilibrer et d'avoir ce jeu d'acteurs positifs entre les collectivités et les opérateurs, qu'ils soient publics ou privés, pour faire en sorte qu'on ait une production lissée qui permette justement
de venir compenser ces pics d'arrivée de grandes écoles, donc d'étudiants, pour avoir quelque chose qui fonctionne bien dans le moyen et le long terme. Je compléterai également hier avec des propos que je relate de notre réunion d'hier, c'est que les écoles privées n'amènent pas que des étudiants très aisés. C'est-à-dire que voilà, il y a le paiement de la formation entre dans le budget de l'étudiant et une offre de logement abordable pour tous est un point important. Voilà, donc c'est quelque chose qui a été souligné hier et que je me permets de relater. Vous trouverez des compléments dans l'ensemble de l'étude qui a été réalisée sur la question des prix pratiqués dans les différentes résidences. Ça fait partie des indicateurs qui font partie du diagnostic et de la publication à venir. Voilà, donc peut-être effectivement, s'il n'y a pas d'autres réactions, je vais conclure sur ce point. Donc, Hélène a finalisé une publication d'une bonne vingtaine de pages, très fouillée, très complète sur l'ensemble de ces aspects, en ayant sollicité des partenaires locaux, c'est-à-dire les écoles, les structures d'hébergement, pour obtenir le maximum d'informations précises, la plus fraîche possible. On a également sollicité les collectivités sur les permis de construire en cours d'instruction, les contacts en cours sur le développement des écoles pour être le plus fiable possible sur les projections que l'on a proposées, que ce soit en termes d'effectifs ou en termes de logements étudiants à venir. Il n'y a plus qu'à espérer qu'effectivement l'environnement économique actuel reste favorable à cette dynamique pour que les écoles s'implantent, pour que les promoteurs et autres acteurs de l'immobilier puissent proposer dans des conditions acceptables pour tous des opérations qui trouvent preneurs. Voilà, que les investisseurs soient présents pour trouver cet équilibre entre attirer des étudiants, les loger dans des bonnes conditions et leur offrir un cadre de vie positif jusqu'au bout de leurs études. Donc, cette étude sera en ligne très, très prochainement. On est en train de corriger les dernières coquilles de relecture. Donc, on en fera une publicité, notamment autour des participants d'aujourd'hui et puis plus largement auprès de nos partenaires. Donc, n'hésitez pas à vous y replonger, à réinterroger si nécessaire Hélène sur quelques points pour éclairer vos politiques, vos actions à venir. Merci, Monsieur Alamel, de votre intervention qui voilà, a ouvert aussi notre position orléanaise vers d'autres territoires. On voit qu'il y a encore du travail à faire sur peut-être une organisation plus concertée de la programmation du logement étudiant sur le territoire. Voilà, avec des schémas, des outils qui sont à mettre en place pour réussir cet objectif. Merci beaucoup pour cette intervention. Merci pour les Merci à vous. interventions de nos quelques partenaires. Et puis, je vous dis à bientôt pour travailler sur le sujet et d'autres sujets à venir. Merci beaucoup. Merci à Merci toutes et à beaucoup. tous. Très bonne Bonne journée. journée.